Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre appel, puisque vous le savez, nous avons engagé un travail de réflexion sur les chambres de commerce de manière consécutive aux décisions que nous avions prises, comme vous le savez, sur le plan budgétaire lors de la loi de finances pour 2015. Afin de engager une régulation dans ces relations, afin de peut-être mieux comprendre, puisqu'il y a eu des moments où il y a eu une forte incompréhension entre le Parlement, le gouvernement et les chambres au moment de ce choix. Il nous a paru intéressant d'approfondir un petit peu pour mieux comprendre l'impact que les prélèvements que nous avions décidés pouvaient avoir sur les chambres. On a souhaité aujourd'hui rencontrer les organisations patronales après avoir rencontré, vous avez sans doute vu les comptes rendus, où vous avez suivi plutôt en direct peut-être notre audition des organisations syndicales de personnel. C'est intéressant de vous entendre. Donc nous poursuivons aujourd'hui cette mission d'évaluation et de contrôle qui devrait aboutir, je vous le dis, au début de l'été, sans doute au cours du mois de juillet. Alors vous êtes nombreux. Notre temps est assez contraint. Ça peut être quelquefois frustrant de venir de l'autre bout de la France pour nous adresser quelques mots. Donc d'entrée, je voudrais vous demander d'être assez concis les uns et les autres sur ce que vous avez à nous dire, de nous passer les messages principaux. Et ce qui serait vraiment très intéressant, ce serait peut-être de réagir quand les uns disent quelque chose. Si les autres souhaitent réagir, on peut vous donner la parole pour que ce soit un petit peu plus interactif. Et puis, d'entrée aussi, je vous le dis, il vous appartient toujours de nous adresser un document écrit qui viendrait compléter vos propos. Voilà. Je vais vous donner tout de suite la parole. Qui veut démarrer? Vous avez les questions, comme me dit ma collègue à juste titre. Si vous pouvez démarrer par les uns ou les autres, par une réponse à ces questions. On a besoin aussi de réponses assez précises, pas seulement de considérations plus larges. Alors, Monsieur Guillaume. Bon, je me représente assez rapidement puisque le temps de parole est... Donc je suis le vice-président CGPME chargé des territoires, je suis chef d'entreprise et accessoirement pas vraiment, président de la Chambre de commerce de Moselle. Voilà. Donc je souhaite simplement exprimer au nom de la CGPME tout l'attachement que nous avons sur le réseau des coordonnats intermédiaires, Chambre de métier et Chambre de commerce. On le dit, et nous voulons favoriser d'ailleurs à cet égard le plus grand rapprochement possible entre deux réseaux. C'est sans doute des voies sur lesquelles nous aurons probablement à travailler dans le futur. Mais au préalable, je souhaite dire deux choses. La première, c'est que cette budgétisation des chambres, ces décisions qui ont été prises, nous inquiètent principalement parce que ces chambres sont dotées de moyens humains et financiers qui sont aujourd'hui remis en cause. Les établissements intermédiaires, les corps intermédiaires, sont des amortisseurs en quelque sorte nécessaires à la vie de l'entreprise. Ils servent en particulier les très petites entreprises et les PMI-PME. Et les budgétiser, c'est finalement les réduire à un établissement secondaire de l'État, puisque les budgets maintenant sont fléchés et qu'il reste très peu d'autonomie en réalité à ces chambres, alors qu'elles jouent un rôle important au regard de ces petites et moyennes entreprises. Alors sans doute, il y a des améliorations à apporter. Et finalement, on peut imaginer qu'après ce choc, on puisse revenir à quelque chose qui soit plus supportable par les uns et les autres. J'ajoute que le budget tel qu'il a été revisité, si sur la problématique des fonds propres, on a pu identifier un certain nombre de chambres qui probablement ont
ont pris le choix d'une thésaurisation, ce qui n'était peut-être pas acceptable. D'autres chambres ont été beaucoup plus vertueuses et étaient des vrais alliés pour les collectivités territoriales notamment et pour nos entreprises. Le fait d'avoir réduit ces fonds propres, on n'y reviendra pas, mais il faudrait sans doute mettre la pédale douce pour le futur, parce qu'à force de réduire, on finira par plus exister. Et la CGPME nationale reste attentive au maintien de ces corps intermédiaires avec les moyens qui pourront être mis à leur disposition. Mais d'ores et déjà, sur les fonds pérennes, j'attire votre attention sur le fait que ces fonds pérennes qui sont remis en cause constituent d'abord une fiscalisation déguisée parce qu'une partie de ces fonds pérennes reviennent à l'État et n'ont pas su revenir à l'entreprise. C'est un premier point. Et deuxièmement, pour conséquence, un plan social qui sera probablement sans précédent. On ne l'a pas probablement suffisamment dit parce qu'il n'est pas dans de notre rôle, organisation professionnelle, que de le souligner, mais je dois, en tant que président de chambre, cette fois-ci, vous dire que le plan social est déjà en cours. Pour les chambres de Lorraine, par exemple, c'est déjà plus de 140 emplois qui ont été supprimés, des emplois de cadre. Donc j'attire votre attention sur les conséquences aussi d'une budgétisation qui est préjudiciable aussi à nos cadres. Par ailleurs, le fait que nous ayons les moyens de servir les petites et moyennes entreprises, ce que la CGPME maintient comme position politique, c'est aussi maintenir un lien avec la proximité de nos entreprises. Et ensuite, sur le fait politique, c'est que ces établissements, corps intermédiaires, jouissaient d'une autonomie. C'était une gouvernance des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Là, on a changé de régime. Alors, nous ne sommes pas hostiles à l'idée qu'on puisse installer une culture de résultats sur les actions des corps intermédiaires, mais en tout cas, la CGPME nationale affirme son attachement et affirme aussi la nécessité de revoir cette copie-là, de revisiter en quelque sorte cette réforme pour ses conséquences négatives, néfastes pour les PME et les TPE. Donc, je vois déjà sur la première problématique et sur vos questionnements, en préambule à ces questionnements, cette intervention. Deuxième intervention, sur la question qui nous a été proposée, il y en a 5. Quels sont vos liens avec le réseau de CCCI et quelle appréciation apportez-vous à CCI France? Écoutez, l'HCGPME a ses représentants à CCI France. Nous gérons plus de 35 présidents de chambre au titre de la CGPME et au titre des chambres de métiers, plus d'une vingtaine de chambres qui sont dirigées par des présidents CGPME, avec nos camarades et nos collègues du MEDEF et de l'Union du l'UPR. Donc ce lien-là est un lien fort, il est permanent. On a des réunions de travail pour permettre à ce réseau d'être en proximité avec les organisations patronales d'une manière générale. Ce que nous devons améliorer, c'est ce lien, parce qu'un corps intermédiaire n'a de sens que s'il maintient ce lien entre l'organisation professionnelle et son institution. Nous devons conforter ce lien-là au travers de nos élus. C'est probablement ce lien-là qui s'était distendu, qu'il faut rétablir et restaurer. Là-dessus, nous y veillerons pour permettre effectivement, dans l'idée d'une culture de résultat, de pouvoir prospérer sur ces corps intermédiaires. Les relations sont des relations aujourd'hui qui ont toujours été d'échange des bonnes pratiques. Le réseau CCI France est très vertueux puisqu'il nous a présenté lors de notre Assemblée générale hier la CCI de demain, ses objectifs, sa capacité à réarbitrer et à redonner, je dirais, une dynamique pour le futur. C'est important que vous le sachiez. Donc nous tenons à cette relation et nous pensons d'ailleurs qu'il faudrait renforcer ce lien CCI France pour lui permettre d'avoir, par rapport au réseau tout entier, un lien, je dirais, plus fort probablement en termes d'indication, de stratégie. Là-dessus, il faudra peut-être effectivement améliorer les choses. Alors, quelle est votre appréciation des qualités de services rendues aux entreprises?
Eh bien, écoutez, je crois que là-dessus, nous avons le souci de donner à nos entreprises le maximum de services, surtout pour les TPE et PMI-PME, qui n'ont pas forcément les moyens en interne de grandir. Il y a un enjeu national là-dessus, faire grandir nos entreprises en leur donnant le maximum de moyens. Encore faut-il que nous ayons, sur leurs ressources humaines et les moyens budgétaires, la possibilité de le faire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc nous sommes inquiets. Pour ce qui concerne la troisième question, selon vous, quelles sont les principales missions des CGE doivent remplir pour accompagner les entreprises dans leurs activités? Quelles pistes d'amélioration pourraient être envisagées? Nous avons là aussi, au niveau national, tous mobiliser nos forces pour permettre effectivement de conduire des actions utiles aux TPE, aux entreprises. Là aussi, nous sommes confrontés à un problème budgétaire important, puisque, comme vous le savez sans doute, certaines chambres ont fait le choix d'accompagner des réseaux d'entreprises, des mutualisations au niveau des entreprises, aider des associations à grandir dans tous les secteurs d'activité. C'était une mission d'appui direct aux entreprises, mais qui aujourd'hui est remise en cause. Nous devons garder, de ce point de vue-là, au niveau de la proximité qui est essentielle pour nous, parce que cette relation entre l'entreprise et le réseau consulaire doit se traduire pour la proximité. Or, la distanciation par rapport à la construction d'une grande région, on a fait le choix de construire une grande région, fait que ce réseau de proximité risque d'être mis en cause. Je le dis, plus Bergson avait cette formule, vous savez, cette métaphore du jet d'eau, plus on monte en puissance pour effectivement mutualiser, plus on s'éloigne des centres d'intérêt. Donc pour nous, les réseaux CCIT représentent aujourd'hui un périmètre sur lequel il faut rester attentif. En deuxième lieu, on ne peut pas reprocher à l'État la position millefeuille si nous ne sommes pas capables, nous aussi, d'être dans un arbitrage sur des réseaux N-1 ou N-2. Donc nous pensons que la création d'une grande région doit permettre la suppression d'au moins l'échelon régional actuel. Donc il faut urgemment, pour ce qui nous concerne, redéfinir des périmètres pour permettre à la fois une lisibilité par rapport à ce maquis qui soit, comment dirais-je, recevable pour nos entreprises. En dernier lieu, sur ce point-là, je vous rappelle simplement l'enquête d'opinion que nous avons fait effectuer, qui traduit très précisément, dont je mettrai les pièces si vous le souhaitez, qui traduit exactement l'opinion en matière, je dirais, de perception des entreprises par rapport précisément à ces chefs d'entreprise, qui est plutôt favorable, même très favorable. Donc là-dessus, j'attire votre attention sur l'attente qui existe au niveau des chefs d'entreprise sur les réponses qu'on sera en mesure d'apporter dans le futur pour conforter ou non ces corps intermédiaires. Quatrième point, sur la régionalisation, j'en ai parlé succinctement, je reste attaché à cette idée que le millefeuille n'est pas à reproduire, que la proximité reste un périmètre dont il faut avoir en permanence l'idée, et puis il faut que cette loi NOTRe sorte enfin pour qu'on puisse effectivement se positionner pour organiser nos réseaux d'une manière générale, parce que c'est un peu curieux quand même que de créer une grande région sans définir au préalable les périmètres. Ça nous quand même met dans un trouble certain. Par ailleurs, je souhaite, et la CGPME souhaite, qu'effectivement on revienne sur un certain nombre de dispositifs, mais qui vont dans le bon sens, je trouve. La taille critique des chambres, je crois qu'effectivement on doit aussi peut-être permettre un certain nombre de regroupements. Ça, je crois que c'est une bonne chose. La notion d'écrêtement par rapport à des chambres qui ont du poids, je crois qu'il faut leur laisser leur poids économique, puisque dans l'espace grande région, je pense qu'ils seront demain les vraies locomotives d'un dispositif dynamique d'une région. Voilà. Donc, par ailleurs, nous pensons que l'établissement unique d'anciennes régions est trop clivant.
et ne permet pas d'aborder en termes de stratégie des entreprises, les notions de bassin d'activité et de bassin de vie. Et je vous rappelle quand même que l'association, à la fois des maires de France et de l'association des communautés de communes, qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs au demeurant, travaille aussi précisément sur cette notion de bassin de vie. Il faut qu'on rentre dans des complexités qui permettent des champs géographiques pour développer, je dirais, des pertinences en termes économiques. Ça, c'est pour nous essentiel. Donc, tout ce qui préconise l'établissement unique régional ancienne version est pour nous extrêmement préjudiciable parce qu'il est très clivant par ailleurs. Voilà, je crois que très rapidement, je me suis permis de vous exposer. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je laisse la parole à mes collègues et amis. Oui, merci, Monsieur Guillaume. Moi, je voudrais juste revenir sur un ou deux points que vous avez bien voulu soulever, parce que vous nous avez beaucoup parlé de l'organisation des chambres de commerce, peut-être est-ce qualité de président de chambre de commerce. Donc, ce que je retiens, ce que j'ai entendu dans d'autres départements qui seront dans la même région que vous, d'ailleurs, de certains de vos homologues, c'est qu'en fait, ce que vous prenez à la lumière de la loi NOTRe, c'est donc en fait des chambres départementales, finalement, à l'échelle du bassin de vie, quand dans le département, on est capable d'avoir une ou plusieurs, parce que si je prends une ex-région comme la vôtre, j'imagine que dans chacun des départements, il y a des volontés d'avoir une approche qui ne sera pas forcément... Bon, donc ça, c'est vraiment... Vous nous avez beaucoup parlé donc, de l'organisation que vous voyez pour les chambres de commerce, assez peu sur les missions. Et vous nous avez dit que la CGPME était attentive au maintien, notamment, des chambres de commerce. Mais en termes de missions, est-ce qu'il y a des missions qui vous paraissent plus importantes que d'autres ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent être revisitées? D'autre part, vous nous avez fait part de votre inquiétude à la suite des décisions budgétaires qui ont été prises, parce que finalement, il n'y a pas eu de réforme, il y a eu des décisions budgétaires que je qualifierais d'unilatérales. Est-ce que là-dessus, il y a des choses que vous n'avez pas pu réaliser, que vous ne pourrez pas réaliser à la suite de ces décisions budgétaires? Là-dessus, ministre, je dois vous dire que ça a mis dans des situations absolument périlleuses, hein, à la fois sur les fonds propres, parce que nous nous étions engagés dans certains programmes, notamment... alors, évidemment, on pourrait faire la liste des choses qui n'aboutiront plus, hein, pour lesquelles on était attendu. En investissement. Hein. On a un certain nombre de grands projets de restructuration de sites militaires, notamment en Lorraine, sur lesquels c'est pas simple cette affaire. Hein. C'est des espaces fonciers considérables. Il faut en assurer la garde, mais il faut aussi inscrire dans des études des projets précis qui permettent de développer sur ces sites-là une pertinence. Et donc là-dessus, on n'est plus des partenaires, hein, puisqu'on n'a plus les moyens, je dirais, de le faire. Je signale que précédemment, mais pour ma chambre de commerce, je m'excuse d'en parler, je n'aime pas faire ce type d'aparté, on a été contribué à zéro, puisqu'on a tout dépensé, parce que la politique de cette chambre-là était justement d'accompagner en permanence les projets locaux. Donc on a investi 6 millions d'euros sur le fleuve Moselle pour développer une stratégie de fret sur lesquelles maintenant on peut plus, on est bloqué puisque force on a développé des palais des congrès, on a développé des tas de choses. Aujourd'hui on est des partenaires, on a toujours été des partenaires avec les maires, des présidents de communautés ou autres, pour avoir ce regard particulier qui est celui des chefs d'entreprise par rapport à l'investissement régional, territorial. Parce que souvent, nos élus, pas tous bien sûr, n'ont pas, mais d'ailleurs ce qu'on peut comprendre, hein, n'ont pas vraiment la vraie connaissance de l'entreprise. Donc nous, on leur a porté, je dirais, ce supplément d'âme, si j'ose dire, qui permettait à la fois d'être actif sur des projets structurants pour des territoires, mais aussi d'abonder modestement, hein, puisqu'il y a quand même des investissements qui étaient relayés par les régions, l'État, etc., mais d'être aussi contributeur des leviers pour permettre cet investissement-là. Donc voilà, et très pratiquement, Madame la députée, très pratiquement, sur les TPE, PMI, PME, je veux dire, là, il y a de véritables besoins. Des besoins de les aider directement à leur développement, hein, sur des filières, dans l'artisanat,
cher ami, dans des filières aéronautiques, sur les nouveaux partenaires, dans les centres de recherche. Là, on a Jean Vellet qui est président de ces trucs. On a un partenariat extraordinaire avec Grenoble, avec Jean Terme, pour créer un CEATEC en Moselle, qui est un centre de recherche dédié à la recherche appliquée. Ben voilà des choses sur lesquelles on n'aura plus demain les moyens. Donc ce regard de l'entreprise dans le dispositif politique au sens noble du terme, est un regard il n'y aura plus de lien, je dirais, puisqu'on n'aura plus les moyens de ce truc, puisqu'on devient, par la budgétisation, un établissement secondaire de l'État, bon, qui a ses pertinences, mais on n'est plus actif, alors, on n'est plus dynamique. Si vous permettez, parce qu'il faut laisser la place aussi à d'autres, je proposerais bien à d'autres organisations de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Je voudrais aussi quand même souligner le fait que nous n'avons que très peu de lisibilité sur les investissements, puisque vous parliez des investissements en dernier lieu, qui ont été réellement abandonnés, mais qui avaient déjà un commencement de réalisation. Ce n'est pas la même chose que de dire, comme quand on est élu dans une collectivité locale, dans 4 ou 5 ans, je ferai un palais des congrès. Vous voyez, c'est pas la même chose que de dire, là, j'ai engagé une étude, des travaux, etc. Et nous, on a très peu de lisibilité par rapport à ça. Donc, si vous avez le moyen de nous envoyer des exemples très précis d'investissements qui ont été engagés, ce serait très intéressant. On a 2,5 millions sur le palais des congrès. La question que vous posez, c'est la liste des investissements. Exactement. Voilà. Je croyais que ça avait marché. On a aujourd'hui, je vous remercie vraiment, Monsieur Guillaume, de votre contribution, mais aujourd'hui, je recadre un tout petit peu, on a invité des organisations syndicales. On a eu à différentes reprises la parole des présidents de chambre et donc des organisations syndicales ou organisations professionnelles. Je pense à la FFV ou l'UPA. Vous voyez, donc essayez de vous mettre vraiment dans ce personnage-là. Voilà, merci. Je vais tâcher de me mettre dans ce personnage. Donc, je suis Jean Vellet, je suis conseiller auprès de Pierre Gattaz et par ailleurs président de la Chambre de commerce de Grenoble, puisque je suis déjà venu être auditionné ici dans ce cadre-là. Mais là, j'ai changé de casquette et je viens, je dirais, en tant que MEDEF. Déjà, je ne vais pas reprendre les propos de mon ami Philippe, puisque je suis en phase, je dirais, avec tout ce qu'il a dit, avec des sensibilités à la marge, mais je suis en phase, je dirais, avec la totalité de ses propos, sur le plan politique et sur le plan, je dirais, déclinaison. Simplement, je vais reprendre très rapidement, pour laisser la parole à mes collègues, sur les différents niveaux et les différentes questions. Il est clair que pour, je dirais, le MEDEF, les CCI sont un partenaire privilégié, puisque quelque part, c'est notre bras armé sur le terrain. La relation sur le terrain, elle se passe à 2 niveaux. Elle se passe au niveau local et au niveau national. Au niveau local, comme l'a dit Philippe, énormément de présidents, 75% des présidents de CCI sont issus du MEDEF, de manière unique ou conjointement avec la CGPME. Donc énormément, je dirais, de relations entre le MEDEF et les CCI, avec, je dirais, une implication dans les comités de gestion, de direction locale, et c'est sur le terrain que cette relation se passe d'une manière très efficace. Un fait nouveau, c'est au niveau national. Au niveau national, depuis 2013, je dirais, Philippe et moi sommes entrés au comité directeur du MEDEF, c'est-à-dire des CCI, excusez-moi, je vais peut-être me tromper de temps en temps. Nous sommes tous les deux au comité directeur des CCI en tant qu'observateurs, ce qui montre bien, je dirais, le lien qu'il peut y avoir entre ces organisations et le réseau des chambres, puisque nous sommes là pour donner le point de vue de nos organisations professionnelles, sans rentrer dans les prises de décision des CCI, mais nous sommes tous les deux, depuis 2013, dans cette instance, ce qui est un fait nouveau et qui montre, je dirais, des relations. D'une autre manière, il y a une réunion à peu près, c'était prévu tous les 3 mois, mais je crois que ça sera 3 fois par an, je dirais, des présidents des différentes organisations qui se voient régulièrement pour faire le point sur ce domaine-là. Donc, quelque part, si vous voulez, une relation très, très étroite, puisqu'on a le même combat, qui est, je dirais, le développement du territoire et donc le développement des entreprises qui sont sur ce territoire. La seule chose, c'est que nous le faisons avec des finalités différentes. Le MEDEF et la CGPME le font d'une manière plus politique. Les CCI le font de manière opérationnelle
par rapport au terrain, chacun étant un peu complémentaire dans ce domaine-là. Alors, au niveau, je dirais, de l'appréciation de la qualité, je crois que l'enquête qui a été évoquée par Philippe est importante. On a un effort à faire parce qu'on est là aussi pour dire ce qui ne va pas nécessairement. Je crois que lorsque les entreprises connaissent ces CCI, elles sont très contentes des services et elles apprécient ces services. L'effort qu'il y a à faire, c'est qu'il faut qu'elles connaissent mieux les CCI, parce que quelque part, lorsque vous vous adressez un peu sur le terrain, à quoi sert une CCI? Donc il y a un effort d'information, de communication qui est engagé depuis un certain temps, qui va se rejaillir avec le nouveau modèle des CCI, avec CCI de demain, qui sera quelque chose, je dirais, de complètement révolutionnaire, une rupture par rapport à avant. Mais ça, je dirais que c'est important de le mettre en avant. Très grande satisfaction lorsqu'on est connu, besoin de se connaître un peu plus. Et la nouvelle CCI, la CCI de demain, telle qu'elle est prévue par le réseau des CCI, devrait aller dans ce sens. Les principales missions, si vous voulez, c'est des principales missions de formation, puisque nous sommes le premier formateur, les CCI sont les premiers formateurs après l'éducation nationale, dans toutes ses composantes, avec bien sûr tout ce qui tourne à l'apprentissage, l'information, quelque part, qui est important, avec Observatoire économique, les publications qui sont faites, l'appui aux entreprises, et quelque chose qui, je dirais, aujourd'hui, sur les territoires, se passe très bien et s'organise, c'est l'appui à l'international. C'est qu'aujourd'hui, les besoins des entreprises, notamment des PME et des ETI, ont besoin d'aller à l'international. C'est par là que ça se développera. Et l'organisation, je dirais, des CCI dans ce domaine-là, avec CCI International, qui est organisé par grandes régions, avec un accord qui a été fait par CCI International avec France Business, ou Business France plutôt, Business France dans l'autre sens, avec Business France, avec des programmes communs qu'il y a entre le MEDEF international, CCI international, qui est le programme Stratexio, qui est un programme d'accompagnement des entreprises sur 3 ans pour les aider, je dirais, à se développer. C'est un exemple concret, vous vouliez du concret, c'est un exemple concret de travail mutualisé qui permet, entre les différentes organisations, je dirais, d'aider, les entreprises en tant que telles. Alors, quelque part, aujourd'hui, les principales missions, les CCI ont 2 modèles aujourd'hui, si vous voulez. Si vous regardez bien avec un peu de recul, vous avez des CCI qui ont un modèle de société de services, c'est-à-dire des CCI qui vendent un certain nombre de prestations, qui apportent une valeur ajoutée et qui peuvent, dans un certain nombre de cas, être un acteur important du développement économique. Et vous avez des sociétés de services qui sont plus dans un rôle sociétal d'accompagnement des entreprises sous forme, je dirais, par rapport à la taxe perçue en tant qu'accompagnement. Aujourd'hui, quelque part, ces 2 modèles vont avoir du mal à exister, compte tenu de la baisse des financements qui ne vont plus nous permettre d'avoir, je dirais, un accompagnement gratuit par rapport à un certain nombre de choses. Donc, nécessité de redéfinir le sociétal et la fonction minimum, et la nécessité aussi d'aller vers les CCI pour avoir des services à valeur ajoutée, donc rémunérés, non pas en concurrence par rapport, parce que ça doit se faire lorsqu'il n'y a pas de concurrence sur le marché, je dirais, des entreprises, mais il y a un certain nombre d'endroits, et notamment l'international, où, pour des exemples que je connais, c'est le conseil régional, le conseil, la métropole, a confié au réseau des CCI l'accompagnement à l'international. Donc c'est normal qu'il y ait une rémunération. Donc une mission qui est en cours de redéfinition, mais qui tourne bien autour de la formation, de l'appui aux entreprises et l'international. Alors, en termes de régionalisation, de mutualisation, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réforme déjà au niveau de l'État qui est une mise en avant de la partie région. La partie région est d'un poids économique relativement important. Il est clair que les CCI doivent se mettre au niveau des nouvelles régions. Donc on doit évoluer vers un tissu d'organisation qui colle par rapport à ces nouvelles régions. Donc quelque part, c'est important, le MEDEF le fait également de son côté, pour avoir une organisation qui puisse dialoguer au même niveau. Par contre, comme cela a été dit, l'aspect proximité, l'aspect territorial est indispensable, parce que c'est par rapport, je dirais, au terrain, par rapport au contact des entreprises, qu'il faut, je dirais, quelque part, pouvoir apporter cet appui. Par contre, l'échelon régional d'un côté
la proximité de l'autre conduit nécessairement à une mutualisation des fonctions, parce qu'on ne peut pas offrir le même service à tout le monde sur le territoire, quel que soit l'endroit, puisqu'on n'a pas les moyens pour le faire. Les CCI n'auront pas les moyens pour le faire. Donc, quelque part, ça va bien vers une rationalisation, une mutualisation d'un certain nombre de fonctions, avec une spécialisation des CCI, qu'elles soient territoriales, métropolitaines, par exemple sur l'international dans un certain nombre de cas, parce que dans la nouvelle région Rhône-Alpes, il va y avoir 17 CCI. 17 CCI ne vont pas faire de l'international. Il va y en avoir 3 ou 4 qui vont faire de l'international. Donc tout ça conduit à une réforme profonde du réseau des CCI, liée, je dirais, au changement territorial, mais liée aussi au changement des financements, puisqu'à partir du moment où il y a moins de financement, nous sommes obligés de rationaliser. Quelque part, je confirme aussi ce qui a été dit sur le fait qu'il va y avoir certainement, je dirais, des périodes pénibles, parce que des plans sociaux sont déjà partis dans un certain nombre d'endroits. Ces plans sociaux vont se développer. L'objectif est de trouver quelque chose, je dirais, d'équilibré. C'est de trouver quelque chose avec un résultat économique à la sortie. Mais quelque part, c'est clair qu'on aura une difficulté il y aura une difficulté de ce côté-là. Je pense que les mesures adaptées... Alors, sur les mesures adaptées, quelque part, on est tout à fait en phase. Mais si je veux être complet, en tant que MEDEF, quelque part, on veut une diminution des charges sur les entreprises. Donc, une diminution de la taxe sur les entreprises ne nous choque pas en tant que telle. Ce qui nous choque, c'est le fait qu'elle soit rapide, qu'elle soit, je dirais, d'une manière brutale en tant que telle, et qu'elle ne conduise pas... qu'elles conduisent à une situation où les CCI n'ont plus les moyens d'assurer leur mission minimum. Donc, quelque part, par la rationalisation, par la mutualisation, qu'il y ait un effort économique au niveau des CCI, c'est normal, c'est ce que nous faisons tous dans nos entreprises, c'est une approche, je dirais, d'entrepreneur normal, mais il faut le faire avec un minimum, je dirais, de préavis, avec un minimum, je dirais, de sens. Et puis le dernier point, ça a été évoqué aussi par Guillaume, le fait qu'il y ait eu un prélèvement de 500 millions sur nos réserves, c'est quelque chose, sur les réserves des CCI, c'est quelque chose qui est, je dirais, nécessaire peut-être pour le budget de l'État, mais on aurait bien apprécié que ces 500 millions, qui étaient quand même, je dirais, financés au départ par le monde de l'entreprise, puissent être fléchés sur les entreprises, au minimum régional, au minimum national. C'est qu'un prélèvement sur les réserves, oui, mais plutôt avec un fléchage d'utilisation pour le monde économique, puisque ces sommes venaient du monde économique. J'ai essayé d'être un peu en complément par rapport, je dirais, à la première intervention, sinon on va redire la même chose en permanence. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à la Fédération française du bâtiment, on a la particularité d'être sur ces deux champs, à la fois des chambres de commerce et des chambres des métiers. Et aujourd'hui, nous avons un engagement qui est important, à la fois dans les chambres des métiers, puisque nous avons 800 élus et 18 présidents. Pour nous, cette mutualisation, il a été fait de mutualisation géographique dans le réseau des CCI sur le territoire. On voit bien que l'interconsulaire fonctionne bien. On voit bien que des actions conjuguées peuvent être aussi des propositions à vous faire dans un certain nombre de domaines. On a parlé fortement de ce que pouvait être l'implication et la nécessité de garder un lien avec nos ressortissants. On voit bien là aussi que 60% de ressortissants sont en commun dans les chambres de commerce et dans les chambres de métiers. Donc là aussi, un effet quand même presque normal. Et pour autant, on a tendance à penser que quelquefois, au niveau national, et surtout dans le réseau des chambres des métiers, on considérerait les chambres de commerce comme étant le diable. J'ai tendance, alors je m'excuse du trait, mais bon, vous m'excuserez, je suis du Sud. Mais pour autant, c'est aussi une réalité. On a quand même, quand on pratique l'interconsulaire, on arrive d'abord à avoir une meilleure lisibilité de la part de nos financeurs, que sont les EPCI ou le Conseil régional. On a aussi, tout à l'heure, il a été question d'emploi, dès lors qu'on travaille ensemble sur la problématique ressources humaines dans nos TPE et chez les artisans, c'est quand même un problème récurrent devant la complexité d'un contrat de travail. On voit bien que sur le champ de l'apprentissage, lorsqu'on a pu accompagner ensemble, chambre de commerce et chambre des métiers, des apprentis, on voit un taux de persévérance qui s'accroît, un taux d'échec qui diminue. On voit des chefs d'entreprise
qui ont tendance à être beaucoup plus fidèles et à reprendre des apprentis. Donc je veux dire, c'est aussi des points forts. Quand on parle aussi de problèmes qui vous sont chers, j'en suis sûr, c'est de traçabilité et d'arriver à faire des filières. Sur la filière du pain, on arrive à développer, avec la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, une filière qui est reconnue et qui fait la fierté d'un territoire. Donc tous ces problèmes-là, je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important qu'on arrive à travailler ensemble. Bien sûr qu'on garde nos spécificités, parce qu'un artisan n'est pas forcément la même chose, la même problématique qu'un commerçant. Pour autant, sur des problématiques qui sont quand même générales, on pourrait avoir des missions en commun. Et lorsqu'on a sur un territoire, et les baisses de dotation dont on fait part mes deux collègues précédemment, on arrive ensemble à avoir de la proximité en ouvrant des délégations sur le territoire, et on arrive d'abord à travailler ensemble, parce que la problématique, elle est souvent commune aux uns et aux autres. Et là, vraiment, on a vraiment un champ en commun. Sur le champ politique, j'ai envie de vous dire, Madame la Présidente, et ce qui me semble être important, c'est quand même qu'on ait une lisibilité. Dans le réseau des chambres des métiers, on a 6 systèmes différents de fonctionnement aujourd'hui qui, pour le moins, ne sont pas forcément lisibles pour les financeurs, ne sont pas pour le moins lisibles, bien sûr, pour nos ressortissants. Et l'étude qui a été faite par la fiduciale et l'IFOP montre bien qu'on a 70% de nos ressortissants qui nous parlent de fusion. On n'en est pas là, nous, mais nous, on voudrait travailler ensemble, mais quand même, nos ressortissants, c'est quand même l'essence même de notre raison d'être. C'est aussi ne pas négliger qu'à peine 20% de notre corps électoral va voter. Donc c'est aussi une question de légitimité, et que je crois qu'il faut être innovant, il faut coller aussi à la réalité. On a parlé, je sais que c'est une mode de parler de simplification dans le monde de l'entreprise, c'est pas une mode, c'est vraiment une réalité. On a besoin de travailler et d'être ensemble sur le territoire. On a besoin d'offrir aux artisans, aux commerçants et aux industriels, enfin aux chefs d'entreprise, d'avoir ce message un peu en commun. Quand on voit bien que quand on le fait, on arrive à être entendu. Et quand j'ai envie de vous parler de cette gouvernance régionale, à travers un contour où aujourd'hui, on nous présenterait différents schémas départementaux, régionaux. Je crois que là, pour le moins, le politique a montré l'exemple quand on voit le mode électoral des régions où on a des listes départementales, mais avec un projet régional et fédérateur. Je crois qu'il faudrait qu'on s'appuie sur ça pour mener ensemble la réforme de la régionalisation. Il est vraiment important qu'on puisse avoir dans nos départements, garder nos spécificités, mais qu'on rame et qu'on travaille ensemble avec un projet commun. Aujourd'hui, dans la loi qui nous est présentée, on nous présente des projets départementaux avec aucune corrélation qui est organisée entre les différents départements. Donc je vois mal comment, avec des périmètres différents, comment on va pouvoir être en ordre de marche et surtout rendre service aux entreprises. Et c'est en tout cas les fondamentaux. En tout cas, nous, on souhaite que cette réflexion soit menée. On souhaite mener à bien parce que notre raison d'être, c'est d'avant tout de proposer aux entreprises de progresser, de créer des emplois et de faire vivre notre pays, bien sûr. Si je comprends bien et si je relis ce qu'a dit M. Guillaume et ce que vous dites, M. Brun, M. Guillaume parlait de bassin d'emploi, vous parlez d'une vision régionale et d'une déclinaison locale. En d'autres termes, on a une vision régionale et ensuite on la décline département par département, ce qui permet de revenir à l'échelle du... Oui. Je crois, attendez 2 secondes, excusez-moi. Madame la Ministre, je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition ces deux visions, bien au contraire. Je crois que la régionalisation peut apporter une réelle opportunité de proximité. Soyons une vision de proximité. L'un l'exprimait de façon bassin de vie, vous l'avez exprimé avec une carte plus administrative ce qui nous permet de raccrocher les wagons, si vous me permettez cette expression un peu familière. Et donc, ce que je vois, c'est que vous partagez en commun une vision régionale avec derrière une déclinaison locale. Et je crois que c'est ça qui est important. Et donc, vous nous le dites avec y compris, finalement, une manière de regarder, y compris... Ce que je ressens dans vos différentes interventions, qui est assez intéressant pour nous, c'est de remarquer que dès lors que ce sont des professionnels qui s'expriment, pour autant, ils reviennent sur les chambres et sur l'organisation de vos chambres, parce que c'est quand même de cela dont vous nous parlez depuis maintenant 40 minutes. Monsieur. Je voudrais rajouter qu'effectivement, ce n'est pas en opposition, puisque c'est très complémentaire. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que quelque part, il faudra laisser une certaine souplesse aux régions pour s'adapter. Il n'y a pas un modèle unique national à décliner par région, mais il y a chacune des régions, en fonction de sa taille, en
fonction de ces spécificités, du poids de l'agriculture, du poids de l'industrie et autres, des solutions qui peuvent être adaptées, et je crois que c'est important. Merci Madame la Ministre. Bon, déjà beaucoup de choses ont été dites. Alors moi je vais vous donner la position de l'UPA, de son Conseil national, sur cette question de réseau consulaire. Alors d'abord c'est vrai que l'UPA est plus concernée par les chambres de métiers de l'artisanat compte tenu de la population qui est représentée à l'UPA, puisque grosso modo 80% de nos ressortissants sont en chambre de métiers. Voilà. Pour autant on ne s'est jamais désintéressé de commerce et d'industrie. Et d'ailleurs, on participe à la gestion d'un certain nombre de chambres de commerce et d'industrie, et souvent en partenariat avec la CGPME, le MEDEF, voilà. Bon. Et c'est pas nouveau. Pour autant, on garde un attachement au maintien des deux réseaux, pour des raisons très simples, qui datent d'ailleurs de l'époque de la création des chambres de métiers et de l'artisanat en 1926. C'est tout simplement, on sait très bien, et heureusement on a trop d'exemples concrets, qu'un certain nombre de chambres de commerce, et compte tenu de leurs ressortissants, alors vous avez des chambres de commerce dans des départements très ruraux, là c'est clair qu'elles s'occupent des petites boîtes. Pour d'autres chambres de commerce, on voit bien que ce n'est pas la réalité des choses. Et c'est la raison pour laquelle on garde un attachement aux chambres de métiers, parce que c'est vrai que la vocation, c'est s'occuper de très petites entreprises, et comme ça a été dit par tout le monde, d'ailleurs, elles en ont sans doute le plus besoin. Voilà. Et ça, c'est un point important. Deuxième point qui a été aussi évoqué, et point sur lequel l'UPA est très attaché. Il faut une complémentarité entre les organisations professionnelles et les chambres consulaires. Parce que trop souvent, on a vu des organismes qui finalement vivaient d'eux-mêmes, et ça, c'est plus possible. Et je pense que dans une économie où il faut faire des économies, c'est le cas de le dire, eh bien, on ne peut plus se permettre ça. Et ça a été d'ailleurs dit par le président Brun, il faut travailler bien au contraire en complémentarité. On a essayé de le faire avec les chambres de métiers, c'est peut-être pas parfait, mais il n'empêche qu'il y a une répartition dans les missions, parce que les organisations professionnelles, leur champ, c'est plutôt tout ce qui est RH, ressources humaines, etc. C'est vrai que les chambres de métiers, comme les chambres consulaires, ont plus une action dans le domaine économique, et nous, c'est comme ça qu'on considère qu'il faut travailler pour l'avenir. Ensuite... Excusez-moi, vous pouvez nous donner exemple et contre-exemple, puisque vous dites qu'il faut aller vers plus de complémentarité. Exemple, il y a des missions, par exemple, tout ce qui touche les ressources humaines, nous, c'est plus du rôle des organisations professionnelles de branche, voire interprofessionnelles. Par contre, tout ce qui est urbanisme commercial, ça, c'est plus du rôle des chambres de métiers. Voilà. Et il peut y avoir, d'ailleurs, puisqu'on a... On a négocié une répartition sur de services. On pourra vous la faire passer, mais je crois que la PCMA l'a fait, sur la répartition entre les uns et les autres, pour éviter justement d'être redondant et d'arriver en concurrence. Voilà. Et tout ça dans un esprit justement de rationaliser le système. Parce que dire aussi qu'on n'a pas attendu l'État sur la rationalisation des réseaux. Nous, dès 2005, alors certes, vous me direz, ça fait jamais que 10 ans, mais dès 2005, lors des élections des chambres de métiers, aux chambres de métiers et de l'artisanat, nous avions donné des consignes sur la rationalisation des dispositifs, parce qu'on ne peut pas demander à l'État, aux collectivités territoriales, de faire des économies, parce que tout ça, ça génère des coûts. Hein. Faut pas rêver, hein. C'est l'argent des entreprises, c'est l'argent du contribuable. Donc à un moment donné, il faut aussi que chacun soit responsable là où il se situe. Et donc, dès 2005, nous avions encouragé, avant qu'il y ait une loi sur la régionalisation des chambres, nous avions encouragé à la mutualisation, notamment dans le domaine économique. Il est évident que la région, aujourd'hui, est le niveau le plus adapté. Dans le domaine de la formation professionnelle, et ça a été dit, les consulaires interviennent beaucoup dans le domaine de l'apprentissage, c'est particulièrement vrai dans le réseau des chambres de métiers. Et là encore, le niveau régional est quand même le plus adapté, puisqu'aujourd'hui, qui plus est, avec les dernières réformes, où le conseil régional a un rôle majeur en matière d'apprentissage. Donc, nous avions donné des consignes. Alors après, c'est comme tout réseau, hein, on le voit partout. Bon, il n'empêche que... en tout cas, pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les chambres de métiers et de l'artisanat, elles sont bien allées dans ce sens de la mutualisation, elles sont bien allées dans le sens de la régionalisation, et là, je rejoindrai ce qui a été dit. Pour nous, et il est évident qu'aujourd'hui, il faut passer des 22 aux 13 régions, pour autant... Et dans tout ce qu'on a fait en matière de régionalisation, ça a été un principe de base, et particulièrement pour les plus petites entreprises, c'est la proximité. C'est-à-dire que oui à la régionalisation,
oui à la mutualisation, mais il faut toujours conserver cet aspect de proximité qui reste fondamental. Et si on ne fait pas comme ça, eh bien on va se tromper et du coup, on ne mettra pas un dispositif qui répondra aux besoins des entreprises. Voilà. Je terminerai juste... Alors d'ailleurs, ces principes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la mutualisation au plan régional, la complémentarité, etc., et la proximité, c'est un des objectifs qu'on a défendu d'ailleurs en commun, MEDEF, CGPME, UPA, quand on a fait la régionalisation des URSSAF. Et c'est des principes qu'on défend aussi dans l'ensemble de la sphère de la sécurité sociale. Pour terminer peut-être, vous dire que, et peut-être ce qui est aujourd'hui mal ressenti par un certain nombre de nos élus consulaires, c'est que, et c'est quelquefois un sentiment qu'on a aussi en tant qu'organisation patronale gestionnaire de d'autres systèmes, et je pense à la sécurité sociale. Oui, l'État, et c'est normal, doit donner des impulsions. Oui, l'État doit accompagner à la rationalisation et pour parler, puisque quand on est avec les syndicats de salariés, on est toujours scrupule de le dire, mais qui conduit inévitablement à la réduction des coûts et donc les coûts de fonctionnement et on sait bien que ça veut dire réduire la voilure. Bon. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi bien, voire mieux, avec moins. Bon. Pour autant, le sentiment qu'on a de plus en plus, c'est que l'État et les tutelles demandent des choses à des organes dont ils assurent la tutelle, demandent plus, avec une espèce d'impression que nous, on est un peu comme, excusez-moi de l'expression, mais on s'est mis derrière le sac de sable, donc tout ce qui est à l'extérieur, on essaie de réduire, et puis nous, on attend, voilà. C'est-à-dire que, excusez-moi de le dire comme ça, mais le sentiment, c'est peut-être qu'un sentiment, hein. Je vois des yeux désapprobateurs. Je suis volontairement caricatural, hein, je vous l'accorde. Mais il y a une espèce d'impression qu'il n'y a pas cet effort collectif. Je veux dire, on a tous conscience qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et que malheureusement, on ne pourra plus. Et que si on veut conserver nos systèmes, parce que c'est ça l'objectif au final, conserver des systèmes qui fonctionnent, que ce soit dans la sphère consulaire, que ce soit dans la sphère sécurité sociale ou autre. Voilà. Et si on n'a pas l'impression que tout le monde y va ensemble, hein, comme un pack au rugby, eh bien on n'y arrivera pas. Voilà. Oui, ben je souscris, effectivement, il faut y aller ensemble, et tous ensemble même. Pour autant, je crois qu'il faut absolument aussi qu'on arrive à travailler, et comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de le dire, il faut le mettre en place, et il faut que ce soit une volonté qui soit impulsée au plus haut niveau. Moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, on a fait notre travail, mais moi, j'aimerais avoir la volonté vraiment de ce que veut faire le gouvernement et ce que vous voulez faire en tant qu'élu sur nos réseaux. Parce que on a des rapports, effectivement, on n'est pas... derrière la vision idyllique, il y a eu des rapports parlementaires, des rapports de la Cour des comptes qui montrent qu'on ne peut pas non plus s'affranchir de notre fonctionnement et qu'en tout cas, aujourd'hui, en période de crise, la volonté des hommes, et je crois que c'est aussi important, aujourd'hui, vous avez autour de la table une quasi-unanimité de personnes qui veulent aller de l'avant et qui veulent sauver nos réseaux, et ça, c'est important, ça a été dit, la spécificité, mais la spécificité de chacun des réseaux ne doit pas nous empêcher de travailler ensemble, ne doit pas nous empêcher d'avoir une gouvernance qui soit lisible et qui soit efficace. Parce qu'attention, on a moins de 20%, je vous l'ai dit, de participation. Moi, je vois aujourd'hui un mouvement, et qui vous connaissez vous aussi, puisque d'un point de vue politique, le populisme. Et on l'a vu dernièrement sur des manifestations, sur le RSI, il a été fait état tout à l'heure, des mouvements un peu spontanés avec des gens qui agitent un drapeau rouge. Je voudrais dire attention, c'est que demain, avec 20% de ressortissants, de votants, on n'est pas à l'abri d'avoir des irresponsables qui puissent venir sur ce champ, parce que de faire la confusion entre tout. On nous enlève nos moyens, donc on a du mal à mener en place les moyens de notre politique sur l'apprentissage, sur la formation continue, sur l'aménagement du territoire, où effectivement on a besoin d'être présent. Et là, moi j'attire votre attention sur le fait que ne nous dépouillez pas trop sans lisibilité, parce que demain on risque d'avoir aussi, comme vous connaissez par ailleurs dans d'autres organisations politiques, d'avoir des chambres consulaires qui soient gérées par des gens qui soient plus opportunistes que réalistes. Je crois qu'on est tous conscients, effectivement, de la nécessité qu'il y a à réduire la dépense publique dans sa globalité, comme M. Burman vient de le dire. L'objet de cette mission, elle est avant tout d'évaluer
le choc, les conséquences qu'ont pu être celles de ce que vous avez connu avec les précédents projets de loi de finances et avec projet de loi de finances à venir, puisque c'était ça le sujet, et un certain nombre d'entre vous, à juste titre, ont mis en avant le fait que c'est finalement de l'argent des entreprises qui est allé vers ce qu'on pourrait qualifier de puissant fond, qui est la dette globale de l'État. Et donc, quelque part, de l'argent des entreprises qui est allé ailleurs que vers l'entreprise. Vous avez été un certain nombre à le dire. Après, je pense que nous sommes tous conscients, et c'est ce que nous essayons de construire en vous écoutant les uns et les autres, que ce qu'on ne peut plus se permettre, ce sont les doublons. Et donc, notre volonté, c'est de dire comment sommes-nous capables de construire ensemble pour que dans le respect des missions, et ça nous ramène à la question de quelles sont les missions des uns et des autres, de façon à ce qu'on ait la certitude à un moment où l'argent public est rare, que chaque euro d'argent public mis dans une action n'est pas finalement dupliqué. Bon, c'est par exemple ce qu'on se disait en aparté tout à l'heure, ce qui peut se faire à l'international. Est-ce qu'on est certain, vous avez expliqué comment vous aviez rationalisé dans votre secteur. Bon, à une époque, on avait entre les CCI, les agences de développement, enfin, on avait quand même pas mal d'acteurs. J'ai essayé de peser mes mots en disant mais je vois que tout le monde sourit et que chacun comprend ce à quoi je peux faire allusion. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, la mission qui est la nôtre, en tout cas, je pense que il y a deux options. Soit on fait un rapport qui va s'empiler sur les étagères de rapports, et il y en a beaucoup, vous n'avez pas de temps à perdre, nous non plus. Soit nous essayons ensemble de construire et de se dire comment, en acteurs responsables que nous sommes, nous arrivons à essayer de voir un peu plus clair dans ces différentes interventions, en se disant, ben voilà, on a effectivement un changement de paradigme, vous l'avez tous dit, qui est le changement d'organisation régionale quand on connaît l'importance de la région en matière de formation, en matière économique. On a une évolution de l'organisation territoriale. Comment est-ce que cette évolution territoriale demain se traduit sur des organisations comme les vôtres, et comment est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, les collectivités n'ont pas forcément les moyens d'assumer, je pense aux villes, je pense aux EPCI, ils n'ont pas toujours les moyens d'assurer la démarche économique. Comment est-ce qu'en se rassemblant, il y a des initiatives qui existent dans certains départements, comment est-ce qu'on peut faire mieux? C'est ça ce que nous cherchons à faire, et c'est là-dessus qu'on a envie d'avancer avec vous. Je pense qu'on va vous faire refaire un tout petit tour de table avant de clore. Mais du coup, je voudrais venir abonder dans ce que dit ma collègue, même si vous comprenez bien que nous avons une sensibilité différente. Et que moi, je suis un peu plus qu'elle comptable de ce qui s'est passé, évidemment, au moment du projet de loi de finances. Une réforme était déjà en marche. Donc, je voudrais un peu qu'on revienne là-dessus, parce que quand j'entends 140 licenciements dans telle ou telle chambre en début d'année, j'ose croire que ce sont des licenciements qui n'ont pas été dus directement à une décision qui est applicable quand même depuis le 1er janvier. Donc, ce sera intéressant d'avoir quand même une appréciation plus juste là-dessus. Je voudrais dire aussi que ce qui nous préoccupe, c'est pour ça que je parlais aussi de sensibilités différentes. On a été tous quand même intéressés, touchés par l'impact qui pouvait y avoir sur les chambres. Il n'empêche qu'on est donc obligé de faire ces économies. Et je veux aussi rassurer M. Burban, l'État prend sa part aussi d'économies. La preuve, c'est que dans beaucoup d'administrations, on nous dit il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus personne. Donc il faut croire qu'il y a quand même aussi des efforts qui ont été faits. Mais dans les mots forts, la légitimité, la lisibilité dont vous avez parlé. Moi, j'aurais voulu vous entendre là-dessus, peut-être un petit peu plus. Quand, effectivement, il y a moins de 18% de chefs d'entreprise qui viennent voter dans les chambres de commerce, on peut se poser la question. Quand j'ai fait récemment un stage en entreprise, vous savez, qui sont souvent réclamés par le monde économique. Toute la journée, j'ai rencontré des chefs d'entreprise. Je leur ai demandé s'ils s'intéressaient à la vie des chambres. Ils m'ont dit non. Ne s'intéresse pas à la vie des chambres. Donc, il est légitime que nous, en tant qu'élus et responsables, on se pose la question de cette lisibilité-là, donc de son utilité, de l'efficience. Donc, c'est un peu là-dessus que je voudrais vous entendre. Deuxièmement, si nous sommes là en réunion, c'est que ni l'une ni l'autre, nous ne voulons donner un coup de rabot supplémentaire sans comprendre. D'où, moi je suis complètement d'accord avec ma collègue, il faut qu'on comprenne les missions fondamentales sur lesquelles, quoi qu'il arrive, avec moins de moyens, vous devez avancer, et, enfin, sur lesquelles nous, on doit vous conforter, quoi, en quelque sorte.
Oui, Madame la députée, je me permets simplement de répondre. Oui, allez-y. Non, pas moi, je voulais rien dire. C'est juste peut-être dans le sens inverse pour que chacun puisse s'exprimer, si vous voulez bien. Oui. Monsieur Burban, qui a été dernier la dernière fois. Merci, Madame la Ministre. Non, juste dire, il y a quand même un problème sur la manière dont se font les prélèvements. C'est-à-dire que aujourd'hui, mais c'est malheureusement loi de finances après loi de finances, on constate que vous avez des fonds qui normalement sont dédiés et affectés à tel objet et qui sont réaffectés au budget de l'État. Ça, si ça continue, ça va devenir... Enfin, c'est totalement incompréhensible. Et franchement, on ira de plus en plus vers ce que disait le président Brun, c'est-à-dire l'émergence, et en ce moment, on le constate, de mouvements contestataires très forts. C'est-à-dire, on est en train de revenir au bon temps qu'on a connu dans les années 90 du CDCA, et c'est très inquiétant. Bon, parce que comment expliquer que l'entreprise, elle paye telle taxe à tel endroit, mais qu'en fait, ça va au budget de l'État? Et c'est le cas des consulaires, mais tous les établissements qui sont considérés comme des opérateurs de l'État, c'est le cas aussi. Et si je ne m'arrête qu'au champ de l'artisanat, aujourd'hui, sur le FAFCA, qui est le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l'artisanat, on fait un prélèvement, l'État fait un prélèvement, puisque c'est considéré comme un opérateur de l'État, et du coup, il y a un plafonnement. Pardon, excusez-moi. Ah, je suis... D'accord, excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, si on continue... Enfin, je veux dire, nous on dit que c'est un peu une politique de gribouille. Excusez-moi de le dire comme ça, mais parce que je suis un peu désobligeant, mais encore que gribouille il est plutôt sympathique. Mais donc, si on et encore une fois, nous on n'est pas. Enfin, quand je dis on n'est pas contre, l'UPA défend qu'il faut réduire les coûts de fonctionnement partout où on est, que ce soit la sphère publique ou la sphère des organismes que nous gérons. Bon, donc l'objectif, on est d'accord, mais il y a la manière de s'y prendre. Or, pour l'instant, on a l'impression qu'on s'y prend un peu par facilité. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas repenser la manière, bon, avec le même objectif, mais le faire un peu différemment? Je l'ai été, alors, Madame la Ministre, donc... Parce que, si vous voulez, tout à l'heure, quand ma collègue vous parlait des missions sur lesquelles nous souhaitons privilégier, c'est parce que sinon, on va se retrouver exactement dans la même situation que les arrêts de bus. Vous savez, les arrêts de bus, tout le monde les veut pas loin de chez soi parce qu'il faut pouvoir monter dans le bus, mais surtout pas devant parce que ça crée de la nuisance. Et bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la réforme, tout le monde en veut bien, mais évidemment pas chez lui parce que lui, il considère qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Et je vous répète, ça n'a rien. Je ne vise pas l'UP en disant ça. Je regarde ça, évidemment, de manière très globale. Et donc, c'est pour cela que nous essayons, dans un principe que nous considérons comme constructif, d'essayer de réfléchir avec vous sur quelles missions, quelles actions et comment on avance. Parce que sinon, effectivement, on va dire, bah, nous, tout va bien et c'est aux autres de faire un effort. Et je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, monsieur, on est arrivé, il faut quand même bien qu'on ait conscience de se dire que le modèle est à bout de souffle. Et donc la question, à partir du moment où le modèle est à bout de souffle, c'est comment on fait pour préserver l'essentiel de façon à, dans un contexte qui est celui quand même de limite des dépenses publiques, d'essayer d'avancer. Monsieur Brun. Madame la Ministre, et je suis tout à fait d'accord. Et à la fois, je vois qu'on a de nombreux points en commun. C'est qu'à la fois de sensibilités différentes, on peut avoir aussi un bon sens en commun. Vous parliez de mesures concrètes. Moi, je crois qu'en tout cas, et j'ai envie de vous dire que les mesures concrètes, elles peuvent se faire. Et on l'a bien vu sur les lois. Et moi, j'aime bien me pencher de regarder ce qui se fait dans le modèle politique, parce que justement, on le montre souvent du doigt, mais on peut aussi le montrer en termes d'exemple. Lorsqu'on a créé les EPCI, on a bien vu que les communes qui allaient, elles pouvaient avoir des financements supplémentaires. Eh bien écoutez, la bonne gestion, la mutualisation, ça devrait être aussi une valeur ajoutée. Et j'ai envie de vous dire que sur des missions comme la transmission d'entreprise, la création d'entreprise, la formation professionnelle et l'accompagnement pour l'apprentissage, qui est une valeur qui nous tient tous à cœur. Là aussi, nos deux chambres de chambres consulaires pourraient se mettre ensemble, pourraient ensemble favoriser des mesures qui soient concrètes et qui soient efficaces. J'ai envie de vous dire que là aussi, de favoriser, tout à l'heure je vous ai parlé de filières courtes, mais de favoriser toute mesure d'accompagnement quand on a des projets sur l'export. Effectivement, dans le champ des chambres des métiers, on en a moins que, bien sûr, sur le champ des chambres de commerce. Pour autant, on en a. Et quand on arrive à travailler ensemble, dans ma région, on a créé une marque qui s'appelle Sud de France, où à la fois les acteurs du métier, du commerce, de l'agriculture se sont mis ensemble. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'aller défendre nos couleurs dans d'autres pays, d'Asie,
d'Asie, d'Amérique et autres, ça fonctionne. Donc je veux dire, là aussi, on ne va pas inventer ce qui existe déjà. Et j'ai envie de vous dire, soyons concrets, soyons efficaces. Et si on veut se battre contre ces courants un peu extrémistes, c'est de leur apporter du concret, d'apporter des réponses simples et surtout de ne pas favoriser des usines à gaz. On parle d'économie. On nous prévoit une réforme électorale sur les chambres des métiers avec 50 élus par département, dans une régionalisation où il faudra pas loin de 150 personnes se déplacer à 2-3 heures de route. Ça, c'est pas acceptable et c'est surtout pas efficace parce que les gens vont être démotivés, bien évidemment. Donc il faut faire le choix. Effectivement, ce sont des choix. Il faut les assumer. Il faut se dire que si on va sur un projet régional, on l'assume, qu'on défend les territoires comme ça a été dit par chacun d'entre nous, mais que cette volonté soit affichée, qu'on fasse pas un peu la politique de l'autre en disant ben non, on va rester un peu dans ce qui est. On a cette difficulté à la fois dans notre monde consulaire que vous connaissez aussi bien dans le monde politique, c'est qu'effectivement on ne veut pas bouger les choses et les lignes sont difficiles à bouger. Mais pour autant, osons, il faut oser. Je pense que ça a été un slogan d'un président américain, mais à nous d'en le faire le nôtre et d'avancer. Oui. Alors, non, on était dans le sens... Vous avez changé la montre, alors. Je reste sur la trotteuse, alors je ferai la trotteuse. Voilà, c'est bon. Je considère qu'effectivement, le modèle des CCI, c'est celui que je connais un peu mieux et je pense qu'il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner par la partie régionalisation, il faut l'accompagner par la partie proximité, il faut l'accompagner par la partie mutualisation. Mais ce travail qui est fait à l'intérieur des CCI, il faut bien sûr le partager avec les autres structures. Et moi, je suis tout à fait partisan qu'avec la Chambre des métiers, comme on l'a fait sur Grenoble, où on a fait un CFE commun sur Grenoble entre la Chambre des métiers et la CCI, au moment du départ à la retraite d'une personne, on a mis une structure commune. C'est des expériences de ce type-là qu'il faut généraliser parce que c'est comme ça qu'on mutualisera plus. Il faut bien sûr renforcer la lisibilité parce qu'aujourd'hui, avec les démarches que nous faisons, avec les démarches qui sont faites du côté des structures politiques, il faut qu'on soit plus lisible. C'est une opportunité de la mise en place des métropoles, de la mise en place des nouvelles régions pour éviter toutes les duplications. Et il y a un point qui n'a pas été évoqué, mais je suis sûr qu'on partage tous autour de la table ici, c'est le fait qu'il faut garder le principe que nos institutions soient gérées par des chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une garantie. Je ne dis pas que si c'est fait par des politiques, ça ne sera pas efficace, mais pour nous, le fait d'être fait par des gens qui connaissent l'entreprise, qui connaissent le monde de l'entreprise, ses impératifs, c'est important. Et je le rappelle parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais ça me paraît relativement important de le faire à ce niveau-là. Rassure, hein, moi je n'ai aucunement l'intention de gérer une CCI. Même. Quoique. Bon. Non. Je crois que l'action politique, d'une manière générale, elle a un sens. Et quand on prend des décisions, on a ses conséquences. Moi, si je vous dis simplement, Madame la députée, que nous avons licencié 140 personnes en Moselle, enfin en Lorraine plus exactement, c'est tout simplement parce qu'on anticipait les choix que vous avez faits d'une raréfication des ressources. Voilà, tout simplement. Ça a eu deux conséquences. Et ça en aura encore beaucoup plus, puisqu'on a commencé à faire les licenciements doux sur un exercice 2014, c'est-à-dire sans faire de casse, puisqu'on a on a mis en pré-retraite, on a fait ce qu'on a pu faire, je dirais, on a fait très peu de suppression de postes. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur les prochains exercices, on va rentrer dans du dur. Et c'est pour ça que j'attire votre attention sur les conséquences de licenciement du fait budgétaire, tout simplement. Bon, après, c'est des choix. Moi, je ne suis pas là pour critiquer des choix. Je suis simplement pour dire, voilà les conséquences. La conséquence pour nos chefs d'entreprise, pour nos entreprises. Et la suivante, c'est que jadis, on ne facturait pas nos prestations. Aujourd'hui, demain, nous serons obligés, si on veut survivre, de facturer l'ensemble de nos prestations. Donc voilà, et j'adhère complètement à la formule que j'avais évoquée. Les établissements, les corps intermédiaires sont faits pour les chefs d'entreprise, gérés par les chefs d'entreprise. Ça, c'est notre ligne politique que nous avons toujours soutenue et sur laquelle je ne pense pas
qui est de remise en cause, sauf à utiliser l'outil budgétaire, puisque si vous utilisez l'outil budgétaire et que vous fléchez le budget, bah, vous arrivez au même résultat, c'est-à-dire à terme à la suppression des établissements intermédiaires. C'est un vrai débat politique. Hein, mais moi, bon, ok, si c'est ce choix-là, les organisations professionnelles reprendront le manche d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a une nécessité quand même d'établir un dialogue entre les structures. Bon, ça, c'est une chose. Alors, sur nos capacités à faire de sorte d'aller dans le sens de l'histoire pour ce qu'elle est. Donc, on a parlé de mutualisation. CGPME est tout à fait, sans parler de fusion, chambre de commerce, chambre d'agriculture, parce que ça peut être un peu trop violent, peut-être que le réseau n'est pas tout à fait prêt pour cela, peut-être qu'à terme, il faudra l'envisager, mais au moins, on pourrait faire des économies substantielles, comme tu l'évoquais, Jean, sur les fonctions support, hein, un service informatique, un service paye, pas au niveau des chambres de métiers, hein, Si, chambre de métier, c'est fait. Non, mais je parlais du réseau, chambre de commerce. Pas d'interconsulaire. Oui, il faut être filmé. Donc là, il y a peut-être des choses, des pistes bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais certainement à explorer. Hein, parce que, bon, enfin, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Alors maintenant, sur la notion de périmètre, qui me paraît essentielle, parce que vous parliez de mission, ben précisément, le périmètre qui me semble être le plus pertinent, c'est de dire, ben finalement, la future région, grande région, doit s'occuper de stratégie. C'est elle qui doit impulser, dire, bon ben voilà, nous, on a envie d'aller sur ces routes stratégiques, avec la mutualisation des moyens qui vont bien, puis les chambres territoriales restent le volet opérationnel et d'adaptation des services proposés aux besoins des territoires et aux bassins d'emploi et des petites et moyennes entreprises. Voilà un schéma sur lequel on pourrait éventuellement travailler. Moi, je pense que ça, c'est important et c'est nécessaire que de le faire. Définir assez rapidement ces périmètres, ça me paraît être essentiel. Alors, ce qui nous gêne aujourd'hui, on aurait pu vous faire des propositions dans ce sens-là, d'ailleurs, au demeurant. Hein, on les anticipe. On a, sur CCI Demain, fait ce travail-là complètement. Ce qu'on attend aujourd'hui, objectivement, c'est la loi NOTRe, hein, pour permettre cette interface entre l'organisation territoriale, grande région, future, pour savoir comment on s'adapte, nous, derrière. Hein. Excusez-moi, Monsieur le Président. Non. Excusez-moi, merci. Au sein du réseau, il y a maintenant une majorité, à défaut d'une unanimité, sur cette approche CCIT et par département et une grande région ou pas? Je vais vous répondre. Vous savez, dès qu'il y a des chapeaux à pub, ah oui, c'est vrai, on est fumé. Tout le monde aime bien être président, etc. Donc il y a des arbitrages qui ne sont pas simples pour nous, hein, croyez-le bien. Même aussi au niveau de l'organisation patronale, on a exactement les mêmes syndromes. Le syndrome appelé du chapeau à plumes. Donc, et c'est bon, alors c'est à la fois un outil politique, parce que quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui donne aussi. Mais en même temps, quand on veut faire de grandes réformes, il y a un moment de prendre. C'est pas toujours facile pour un président d'une organisation, quelle qu'elle soit, de trancher. Mais en même temps, de ne pas trancher, dans le contexte actuel, ce serait une erreur politique qui serait très préjudiciable. D'ailleurs, tu l'évoquais. Le fait de ne pas trancher, finalement, donne du champ à des mouvements, tu appelais populistes, je ne sais pas si c'est pour l'appeler comme ça, mais en même temps, voilà. Oui, c'est vrai. Merci quand même de cet échange assez franc et n'hésitez pas à nous apporter des compléments, notamment sur des éléments concrets, parce qu'un rapport ne peut pas se contenter d'être déclaratif. Merci. Merci.